Écoutez, chères Camondiennes et chers Camondiens, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais saluer aussi l'ensemble des intervenants de ce Chaudron 2020 et puis les invités extérieurs qui sont certainement en train de nous rejoindre sur les deux chaînes YouTube que nous avons spécialement ouvertes pour ce Chaudron, qui nous permettent donc de pouvoir profiter des conférences qui ont lieu simultanément à Toulon et à Paris. Alors nous voilà donc tous dans le Chaudron de cette rentrée à Paris et comme je vous le disais, à Toulon pour cette 4e édition composée toujours de 2 journées d'inspiration pour penser, construire et partager. 2 journées ici physiquement dans nos 2 écoles, donc à Paris, boulevard Raspail, mais aussi sur le site de Chalucet à Toulon, retransmis sur YouTube, de Paris à Toulon, de Toulon à Paris, c'est bien une première, qui montre bien que si nous avons 2 sites aux identités singulières, tout cela ne forme qu'une seule et même école. Alors ce Chaudron, ce sont ces 2 jours d'ébullition de la pensée pour donner une dynamique, pour créer une pensée collective, construire pour vous, étudiants, votre propre positionnement et votre propre engagement sur des thèmes que les différents chaudrons auront abordés depuis 4 ans, la propriété, le sacré, l'extérieur, et cette année, le sauvage. Car je crois, et nous sommes nombreux, je crois, à le croire, que ce qui importe dans une école, c'est bien sûr de valoriser la pensée qu'elle produit. Pour ses étudiants, bien sûr, mais aussi, je crois qu'il faut s'en fixer l'ambition, d'influer sur le devenir d'une profession, celle d'architecte d'intérieur designer, et la pratique de ce métier. Alors pendant ces 2 jours de conférence, 16 intervenants, philosophes, photographes, designers, architectes d'intérieur, ethnologues, paysagistes. Nous avons même un architecte bûcheron, des musiciens, une metteuse en scène, une programmatrice culturelle, viennent partager leur vision du sauvage, ou plus précisément, de la part sauvage du monde, sur Terre, dans notre environnement, dans le projet et en nous-mêmes. Ils vont tous nous livrer leurs clés dans un concert savamment orchestré pour que chacun et chacune d'entre vous puisse y trouver le sens et l'apport qui le fera grandir. Donc, trouver la clé pour aller prendre l'air dans ce monde défini par l'anthropologie contemporaine, à la fois comme une jungle et un jardin. Alors vous posez bien sûr la question de pourquoi le sauvage? Eh bien parce que, évidemment, la crise épidémiologique que nous vivons, mais aussi économique et sociale, que nous traversons en ce moment, confirme qu'il est opportun de mobiliser notre attention pour réinvestir cette distinction classique entre sauvage et civilisation, entre nature et culture. Penser les relations entre le projet humain et la part sauvage du monde, le concept que Virginie Maris, et qui nous allons bientôt donner la parole avec Vincent, nous invite à ne plus considérer la nature seulement comme un système de ressources à disposition des intérêts humains. Alors quelle place redonner au caractère non domestique de cette nature qui a constitué notre monde sensible, nos paysages, nos imaginaires, et dont notre humanité ne peut finalement être isolée. Et je crois, plus que tout, et en vue d'une métamorphose nécessaire de nos comportements à l'échelle à la fois individuelle, nationale et planétaire, l'architecture intérieure et le design, comme projet d'habiter le monde, peuvent-ils contribuer à repenser et à réinvestir nos relations entre cette part sauvage, ces écosystèmes dont l'équilibre nous préexiste? Bien entendu, vous l'imaginez, je l'espère fortement. Alors, puisque nous fixons l'ambition dans une école supérieure de dépasser et voire de transcender la contrainte du réel, je crois que c'est notre cœur de métier, de transcender la contrainte du réel dans une école, cette thématique annuelle prendra, je l'espère, beaucoup de sens pour vous. Alors bien entendu, on n'est pas une école de sciences sociales, mais pourtant nous sommes convaincus que pour une école qui forme ceux et celles qui vont dessiner notre cadre de vie, penser nos usages à la lumière de bouleversements sociétaux, c'est non seulement une nécessité, mais je crois que c'est un devoir que de poser aujourd'hui cette question et d'être avant tout une école de la transition. Alors vous allez le voir pendant ces 2 jours par des voies diverses et pour certaines inattendues, car c'est bien entendu l'esprit du Chaudron, nous allons actualiser la notion de nature sauvage avec toutes les ambiguïtés et les difficultés que cela comporte. Et bien sûr dépasser les appropriations politiques, parfois un peu nauséabondes, de la question de l'ensauvagement dont vous avez entendu de nombreuses fois parler aujourd'hui depuis cette rentrée sur les réseaux sociaux. Alors donc nous vous donnons rendez-vous pour ce Chaudron, donc sur la terre et sur son jardin, le temps de ce Chaudron, une occasion suspendue, active
et collective pour entendre et partager avec nos intervenants leur vision d'un monde que nous n'espérons pas totalement fini. Mais nous allons le savoir au fur et à mesure de ces 2 jours. Alors, avant de laisser la parole à Vincent, j'en terminerai par de traditionnels mais vraiment très chaleureux remerciements à Vincent Torgman et à Sandrine de Sudbiel, qui sont les 2 grands ordonnateurs de ce chaudron, comme ils le sont depuis maintenant 4 ans. Ce chaudron très particulier qui nous a doublement mobilisés. Donc je salue aussi les équipes des 2 écoles, à Paris et à Toulon, qui se sont mises en mouvement pour vous accueillir physiquement dans les 2 sites, mais bien sûr digitalement sur Booklab, pour rendre ce chaudron le plus interactif possible, malgré la distance. Je profite aussi de cette occasion pour remercier ceux des extérieurs qui nous ont rejoints pour nous accompagner, Laurent Carive et Antonin, pour permettre ce fil, cette captation entre Paris et Toulon sur nos chaînes YouTube, Richard pour l'interactivité grâce à Booklab et rendre ce chaudron le plus dynamique et le plus interactif possible. Et je salue aussi la présence de la librairie Le Rideau Rouge, qui s'est installée dans nos murs ici à Raspail, avec une sélection d'ouvrages liés à la thématique que nous traitons cette année. Et je les remercie infiniment de leur présence. Donc je vous souhaite bien sûr à tous et à toutes, physiquement ou à distance, un chaudron le plus sauvage possible. Et je laisse la parole à Vincent Torgman après avoir... Non, il a son micro. Merci beaucoup. Merci René Jacques. Merci aux étudiants, merci aux intervenants, merci à toutes les équipes d'avoir rendu ce 4e chaudron possible. Et merci encore à René Jacques d'avoir renouvelé sa confiance pour qu'on continue, qu'on prolonge ce travail avec Sandrine. En effet, tu as rappelé les 3 premiers thèmes. Nous, et j'espère que les étudiants aussi, on sent vraiment une logique, un prolongement en fait, et un passage d'un thème à l'autre. Et si vous regardez les vidéos des anciennes éditions, si vous écoutez les podcasts, je pense que vous pourrez aussi trouver une sorte de logique un peu fortuite comme ça qui s'est construite de manière, je sais pas, peut-être on peut dire sauvage, en tout cas il y a une sorte de grande logique, je crois. Alors je vais pas être trop long, je voudrais quand même expliquer pourquoi on a choisi cette thématique. Je dirais il y a une raison déjà conjoncturelle, c'est qu'on voulait absolument parler d'écologie. Bon, je ne rappelle pas le contexte de crise généralisée dans lequel on vit, René Jacques en a bien parlé, et on voulait parler de quelque chose de l'ordre de la transition. Mais en même temps, on se sentait aussi un peu démunis pour apporter des solutions en fait à tout ça. Et donc, de toute façon, comme René Jacques l'a bien dit, c'est un endroit où on pose des questions ici plutôt. Donc pourquoi la question du sauvage? Je dirais, il y a quand même une raison complètement fortuite et conjoncturelle. Donc je ne vais pas vous raconter ma vie trop longtemps, mais bon, j'étais en voiture, je revenais d'un week-end en Normandie, sur lequel j'étais assez content quand même, assez étonné d'avoir vu des biches, des sangliers, tout ça sur la route. Et en rentrant à Paris, je mets la radio et j'entends une émission j'entends Virginie Maris et Jean-Claude Ameisen qui parlent de cette idée du sauvage, qui est un mot que c'était en hiver, hein, cette histoire. Depuis, on l'a beaucoup entendu, hein, le mot, comme tu vas dire, René Jacques. On l'a vraiment beaucoup entendu, un peu à toutes les sauces. Mais là, il m'a paru voilà, voir la construction d'un concept assez fort, assez inhabituel. Et je me suis dit, mais c'est génial ce truc, il faudrait en parler aux étudiants. Et tout en écoutant Virginie, je me disais en même temps, c'est un concept assez fascinant, mais en même temps un peu paralysant, parce que comment on fait de l'architecture et du design tout en intégrant l'idée qu'il faut protéger, respecter le sauvage, et finalement, dans un horizon idéal, il faudrait ne rien faire. Et voilà, j'ai trouvé vraiment que c'était une notion qui ouvrait plein de questions assez profondes, et bon voilà le choix, les raisons un peu conjoncturelles et les raisons structurelles à ce choix. Alors, comme je disais, ce mot, on l'a entendu beaucoup avec la pandémie, avec le pangolin, la chauve-souris, on connaît par cœur maintenant, la déforestation qui nous rapproche des espèces sauvages, la zoonose, on a appris plein de mots, plein de notions. Mais en fait, et comme le fait Virginie Maris dans son livre, l'histoire de l'idée de nature qu'on a en Occident, elle est quand même très particulière. Et le rapport qu'on a à la nature, il n'est pas le même, comme l'expliquent des grands anthropologues comme Philippe Descola. On a
on est une sorte de cas particulier sur la planète, quoi, de penser comme ça cette distinction entre nature et culture. Et déjà, si vous regardez chez les Grecs, dans l'Antiquité, déjà chez Aristote, il y a un classement des espèces animales dans lequel le sauvage joue en quelque sorte le rôle de repoussoir. Donc Aristote, il nous dit, il y a des espèces qui sont sauvages, mais celles-là, elles ne sont pas humaines. Et l'humain, un peu, il se définit aussi par la négative de ce qui n'est pas sauvage. Cependant, et les limites commencent déjà à être un petit peu troubles, déjà au temps antique, c'est-à-dire qu'Aristote nous dit, mais l'humain lui-même, il peut redevenir sauvage. Donc il décrit notamment dans le traité des passions toutes sortes de crimes abominables qui peuvent être commis par les humains, donc l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui des serial killers, des femmes qui tuent leurs enfants, etc., des choses abominables. Donc il nous dit, le sauvage et l'humain, c'est pas non plus deux catégories complètement imperméables. Donc on voit déjà que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc là, on a parlé, j'évoque rapidement des occurrences plutôt négatives du terme de sauvage, et comme le dit Baptiste Morisot, qui est un philosophe français contemporain, qui a beaucoup travaillé aussi sur ces notions, le sauvage, c'est une notion privative, c'est-à-dire ce qui est sauvage, c'est ce qui n'est pas, ce qui n'a pas accès à la raison, ce qui n'aurait pas accès à la civilisation, et ce qui est finalement hors du champ du monde presque. Et d'ailleurs à tel point que un grand philosophe aussi comme Heidegger, beaucoup plus tard, a pu dire « l'animal n'a pas de monde, il n'y a que l'homme qui a un monde, qui peut se représenter un monde et se construire un monde ». Cependant, le mot sauvage, enfin cette notion, elle reprend quand même, et d'ailleurs on le voit bien sur le sondage WooClap, enfin les réponses WooClap que vous avez faites à la question « Qu'est-ce que pour vous le sauvage ?», il y a beaucoup quand même, et très majoritairement, des réponses plutôt positives, et le sauvage semble envisagé dans un sens plutôt désirable. Donc c'est vrai qu'on revient tous de vacances, on a tous cherché la plage sauvage avec personne, etc., qui d'une certaine manière nous reconnecte un peu comme une fiction des origines, un peu on pourrait dire. Et il y a vraiment une actualité aussi de cette notion de sauvage, donc je disais dans les sciences sociales, dans la recherche. On peut citer d'autres noms, bon, ici on a la chance d'avoir Virginie Maris avec nous, mais il y a Baptiste Morisot, j'en ai parlé, Nastasia Martin, Vinciane Després. Il y a également une collection, l'éditeur Actes Sud a créé une collection qui s'appelle Monde Sauvage. C'est vraiment un mot qu'on entend beaucoup et dans un sens positif et désirable. Donc je parlais rapidement de Philippe Descola, on l'a entendu à la radio pendant le confinement plusieurs fois, etc. Et il nous amène à nous re-questionner en fait, sur notre relation tout simplement entre artifice et sauvage. Depuis les années 70, il y a vraiment une tendance de fond, je dirais, dans les sciences humaines par exemple, qui consiste à réinterroger aussi la place de l'homme dans l'arbre des espèces. Donc l'homme, contrairement à ce que disent, ce qu'ont pu dire certains philosophes, bon, à partir de Descartes, on a évoqué Heidegger, mais que l'homme serait une espèce d'aboutissement de la création et de l'évolution, c'est quand même remis en cause par plein de branches de la recherche, notamment une branche qui s'appelle le physicalisme, qui consiste à dire qu'en fait, il n'y a pas d'esprit humain, il n'y a pas d'âme supérieure, puisque de l'ordre du supérieur, puisque l'animal comme l'humain, quand il pense, enfin quand il a une activité, disons, cérébrale, c'est des mécanismes physiques et chimiques. Donc voilà, ce serait un argument pour dire que les différences entre l'homme et l'animal ne sont pas si fondamentales en fait. Dans le domaine du design, c'est évidemment un thème qu'on voit, et de l'architecture qu'on entend beaucoup, qu'on évoque beaucoup. L'an dernier à Milan, il y a eu une exposition qui s'appelait Broken Nature, Design Takes on Human Survival. Donc, au Salon de Milan, en 2019, le Salon de Milan, c'est le plus grand événement de design au monde, hein, comme vous savez. C'est aussi une grande fête commerciale, on peut dire. Et pourtant, on y a évoqué quand même la fin de l'humanité, quoi. Et les possibilités que pourrait apporter le design pour remédier à cet effondrement, ou en tout cas pour le ralentir, pour le freiner.
je vais peut-être pas être beaucoup plus long, j'étais déjà un peu long, mais je voulais quand même vraiment vous lire ce petit extrait de Claude Lévi-Strauss qui a écrit un livre très important qui s'appelle La pensée sauvage, 1962, et qui résume pas mal ce qu'on cherche un peu dans ces journées, je crois. Donc, cette pensée sauvage, entre guillemets, n'est pas pour moi la pensée des sauvages, ni celle d'une humanité primitive ou archaïque, mais la pensée à l'état sauvage, distincte de la pensée cultivée ou domestiquée en vue d'obtenir un rendement. Celle-ci est apparue en certains points du globe et à certains moments de l'histoire. Nous comprenons mieux aujourd'hui que les deux puissent coexister et se compénétrer, comme peuvent, au moins en droit, coexister et se croiser les espèces naturelles, les unes à l'état sauvage, les autres, telles que l'agriculture ou la domestication, les ont transformées. Bien que du fait même de leur développement et des conditions générales qu'ils requièrent, l'existence de celles-ci menace d'extinction celle-là. Mais qu'on le déplore ou qu'on s'en réjouisse, on connaît encore des zones où la pensée sauvage, comme les espèces sauvages, se trouve relativement protégée. C'est le cas de l'art, auquel notre civilisation accorde le statut de parc national, avec tous les avantages et inconvénients qui s'attachent à une formule aussi artificielle. Et c'est surtout le cas de tant de secteurs de la vie sociale, non encore défrichés, et où, par indifférence ou par impuissance, et sans que nous sachions pourquoi, la pensée sauvage continue de prospérer.